c'est que finalement, c'est ce qui a marqué dans cette petite tache bleue, les séries, donc là je vous ai un petit peu raconté mes séries de cœur, quoi, et bien ces séries, finalement, on s'aperçoit que on les a regardées ensemble, on les connaît, aujourd'hui on en regarde encore, on en discute, et du coup elles forment un réservoir commun d'expériences, d'histoires et de personnages que l'on peut mobiliser, qui peuvent être l'objet de nos discussions, qui peuvent être l'objet de nos réflexions, et qui nous permettent finalement d'avoir, et c'est pas rien finalement dans une société, un terrain commun, certes qui concerne la fiction, mais qui nous permet d'avoir des échanges ou d'avoir tout un tas de réflexions qui peuvent nourrir notre pensée de manière finalement assez profonde. Donc voilà, c'était un petit peu ça que je voulais vous montrer initialement. Je vais ensuite passer à une petite histoire des séries. Alors j'ai essayé de sélectionner les éléments, parce qu'en fait on peut aller très loin, puisque la série maintenant c'est une forme qui a des dizaines et des dizaines d'années d'exercice, qui va naître à peu près en même temps que la télévision, même si, je vous ai noté là que c'est une forme vieille de plus de 60 ans. On a d'abord des formes séries qui se trouvent à la radio, avec les feuilletons radiophoniques. Donc ça veut dire qu'on n'a pas attendu la télévision pour diviser une histoire en petites cellules qui vont se suivre, qui vont créer chez le spectateur une forme d'attente et tout ça. Le feuilleton littéraire est bien sûr aussi quelque chose qu'on trouve au XIXe siècle dans les journaux. Un certain nombre de romans de grands auteurs sont parus dans les journaux comme ça en mode fractionné, j'ai envie de dire. Et ce qui est intéressant de remarquer quand on s'intéresse un petit peu à la forme feuilleton en tant que forme littéraire, c'est que déjà à l'époque c'était une forme déconsidérée. Et ça va être un de mes points d'intérêt ce soir, c'est-à-dire de regarder comment la série aujourd'hui, elle a, et j'ai envie de dire avec le jeu vidéo aussi, acquis dans une certaine mesure une forme de légitimité, notamment en tant qu'art, en tant qu'œuvre d'art, mais il a fallu du temps. Et aujourd'hui, comme la série, si vous voulez, elle a commencé avec la télévision, la naissance de la télévision, c'était une forme déconsidérée. C'est-à-dire qu'en tant qu'elle appartenait à la culture populaire, on pouvait très facilement juger qu'elle était de moindre qualité. De la même manière que le feuilleton, le roman feuilleton, était une production littéraire de moindre qualité, par rapport notamment aux grands romans qu'on a choisi de mettre dans notre panthéon littéraire. Donc ici, il s'agit de dire qu'il est temps en fait de renoncer à cette manière de déconsidérer la culture populaire, puisque c'est la culture populaire, c'est-à-dire la culture du peuple finalement, c'est-à-dire c'est notre culture, et j'ai essayé de montrer au départ qu'on l'avait en partage, et donc du coup il s'agit enfin, j'ai envie de dire, de regarder comment est-ce que cette culture-là, elle nous nourrit, elle éveille notre pensée, elle nous permet de faire société, et elle nous fait grandir en quelque sorte. Elle est une manière de penser, qui n'a pas finalement à pâlir devant les grandes productions artistiques. Non pas qu'il faille rejeter ces grandes productions artistiques, patrimoniales, les beaux-arts, etc., la haute culture, mais il faut en tout cas l'accompagner de ce regard, on va dire, respectueux vis-à-vis de la culture populaire. Voilà. Alors, deuxième phase, cette petite histoire des séries. Dans les années 30, on commence à trouver ce qu'on appelle les soap operas. Alors, soap, pourquoi? Parce qu'en fait, c'était des séries qui étaient sponsorisées par des marques de savon. Et ces soaps, finalement, là, vous avez une image de ce qui peut être l'ancêtre commun peut-être de toutes les séries, ça s'appelle The Queen's Messenger, qui est un épisode unique de 40 minutes et qui raconte au début que la série, il a fallu finalement qu'elle traverse un certain nombre de défis techniques, dans le sens où en fait il fallait qu'il soit possible de faire un épisode de série et de le diffuser. Donc déjà c'était un premier défi. Et du coup les soaps se sont mis en place avec cette idée qu'on a une primauté du verbe sur l'image qui va rester pendant très très longtemps dans la série. C'est-à-dire que comme on vient du feuilleton radio, comme on vient du roman feuilleton, il y a une place très très importante pour les dialogues, la parole, le verbe, c'est-à-dire les mots. L'image est un petit peu plus en retrait. Et il va falloir que la série, on va dire, se transforme, évolue, prenne un peu plus de risques, on va le voir aussi ce soir, pour qu'on atteigne des formes esthétiques plus abouties, où l'image a une place vraiment centrale. Je pense que par exemple, on va parler de The Crown ce soir, série Netflix qui raconte l'histoire de la vie quotidienne de la famille royale d'Angleterre, pour la vite. Et du coup, on va voir que là, on est quand même dans une recherche de perfection esthétique, quoi. On a quand même une série qui est tout à fait réussie sur le plan de la lumière, des décors, de l'interprétation. Voilà, on a une forme qui est un peu une œuvre d'art aboutie.
Donc voilà pour les années 30. Alors rapidement, premier âge d'or de la série dans les années 50, avec l'apparition des sitcoms, donc je parlais tout à l'heure avec Friends, donc Friends me paraît être une très grande représentante. Sitcom qui vient contracter les mots situation comedy. Alors là, on a souvent une unité de lieu. Hein, Friends, c'est souvent, ils vont au Central Park, et puis sinon il y a les appartements. Et en gros, il arrive qu'on sorte, mais c'est assez rare. Et du coup, on a une unité de lieu et on a des personnages que l'on va fréquenter de manière assez assidue. Et on va les mettre en scène en permanence sur des petits épisodes, souvent enregistrés en public. Hein. Friends, c'est intéressant de voir comment ça a été enregistré, c'était en public. La plupart des rires sont les rires des gens qui sont là au moment où ça s'enregistre. Et vous avez souvent voilà, un découpage assez identique, des épisodes qui vont être sur une durée de 20-22 minutes. Et le sitcom va avoir quand même une histoire tout à fait riche, aux États-Unis notamment, et qui va finalement aussi être importante. Et ces années 50, c'est aussi l'occasion pour la série de partir dans des directions un petit peu nouvelles, notamment avec la science-fiction, le fantastique, avec par exemple la quatrième dimension, qui est quand même assez célèbre, hein, la quatrième dimension, qui nous raconte, qui est une série qu'on appelle anthologique, la quatrième dimension, et qui, au fur et à mesure des épisodes, essaye de déployer toutes les ressources que le fantastique possède pour nous interroger sur la réalité. Ensuite, on va tomber sur... Alors là, j'ai choisi de représenter les années 60-70 par une forme de confrontation entre deux séries un petit peu emblématiques. Vous avez à gauche, est-ce que vous reconnaissez Ma sorcière bien aimée, exactement, qui va commencer à exister au milieu des années 60. Et à droite, c'est facile, c'est marqué dessus, Drôle de dame, qui va commencer à exister dans la moitié des années 70. Et un des éléments dont j'aimerais parler ce soir, c'est la capacité qu'a la série à nous mobiliser sur, on va dire, les enjeux contemporains et les transformations contemporaines de nos mentalités. Et il paraît que la place de la femme est centrale dans cette histoire. Dans un sens, c'est un exemple assez fort de ce travail qu'on peut faire ensemble sur nous-mêmes vis-à-vis de la série. Ma sorcière bien-aimée, vous avez quand même une figure de la ménagère, on va dire traditionnelle, avec quand même déjà ce petit twist de cette sorcière, elle a un petit peu des pouvoirs magiques, quand elle remue son nez, ça fait des trucs bizarres, et du coup, on lui donne quand même quelque chose qui la distingue. Et puis dans Drôle de dame, alors, ça devient un petit peu plus marqué, la liberté que peut avoir ce groupe de femmes pour gérer les situations qui lui sont proposées, mais on voit quand même que les grandes structures patriarcales demeurent, elles sont sous l'égide d'un patron qui est encore en train de leur donner des ordres, qui dans une certaine mesure les domine encore un peu. Mais voilà, on va aboutir tout doucement avec les séries, bien sûr les films aussi, mais à une tendance à mettre les femmes un petit peu plus en avant, à les mettre au premier plan, à leur donner des rôles de pouvoir. J'ai par exemple évoqué The West Wing. Il faut voir que dans The West Wing, il y a le personnage absolument formidable de C.J. Craig, qui est en fait la White House Press Secretary, c'est-à-dire la gestionnaire de la communication de la Maison Blanche, et qui est une figure de femme forte, qui gère ses problèmes, qui n'a pas besoin des hommes pour intervenir. Et voilà, on a petit à petit cette histoire de la série qui donne aux femmes leur place dans les représentations culturelles, populaires que l'on va fréquenter. Voilà, ça fait partie des choses, à mon sens, assez importantes. Les années 80, alors, qui m'ont vu naître, donc j'ai une tendance toute particulière pour cette décennie. Donc là, on avait le choix entre l'ultracapitalisme de Dallas. Alors, en quoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que on a une forme d'anti-héros avec JR. Parce que JR, en fait, qu'est-ce que ça nous a fait? Ça nous a appris à aimer détester les gens. Et ça veut dire que finalement, la série, elle va nous proposer un certain nombre de modèles, c'est-à-dire elle va nous donner à voir des existences qui se posent quand même comme presque des concepts entiers à méditer, j'ai envie de dire, mais on va à la fois adhérer, par exemple avec le Dr Green de l'urgence, qu'on va voir dans un instant, mais on va aussi ne pas adhérer et se construire contre. Là-dessus, il y a un truc qui est assez habile, c'est Dexter aussi, puisque Dexter, c'est ce tueur en série qu'on reconnaît comme tueur en série, puisqu'on le voit à l'œuvre, mais on tremble à la seconde même où il risque de se faire prendre, ce qui est quand même incroyable finalement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait justice lui-même, qui n'a que faire de toutes les conceptions de la justice qui vont s'opposer à la vengeance, et pourtant, nous sommes avec lui. C'est-à-dire que nous sommes
vraiment dans son univers mental dans lequel, effectivement, il a raison de satisfaire sa pulsion meurtrière en débarrassant le monde des méchants. Donc on est quand même sur des choses qui parfois nous questionnent, des anti-modèles, des gens qui sont vraiment en nuance et qui vont nous permettre, nous, spectateurs, spectatrices, de nous positionner par rapport à ça. Et ça va faire aussi partie des choses qui sont intéressantes. Et bien sûr, le bricolage, j'en ai déjà parlé, j'y reviens pas. Richard Dean Anderson et MacGyver. Alors, les années 90, c'est pareil. Là, on passait beaucoup de temps devant la télé. Pourquoi? Parce qu'on était encore au lycée. Donc, on avait évidemment la chance de pouvoir vivre sa vie de manière absolument dévergondée et folle. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait Friends pour rigoler. Et puis, on regardait Buffy, pareil, dans la trilogie du samedi soir, pour se faire un petit peu peur. Buffy contre les vampires, rapidement, parce que c'est aussi important pour notre histoire de la femme. Elle place Buffy comme tueuse de vampires, personnage féminin fort, et elle est reconnue aujourd'hui comme étant une série féministe, entre guillemets, c'est-à-dire qui nous a permis aussi de réfléchir à un certain nombre de problématiques. Série de Joss Whedon, qui est quand même remarquable aussi pour son écriture, et voilà, qui a été, à mon avis, aussi un jalon un petit peu important dans l'histoire de la série télé. Et puis, pour poursuivre, on a cette grosse phase. Alors là, j'ai suivi un découpage qui n'est pas le mien, mais dans la décennie 97-2007, qu'on appelle le deuxième âge d'or de la série, où on voit émerger The Wire, par exemple. Et The Wire, ça nous aide à réfléchir à quelque chose d'important, c'est la part non négligeable de l'action d'un certain nombre de producteurs, notamment HBO, je pense à HBO particulièrement, c'est-à-dire d'un moment où on a choisi de ne plus nécessairement dorloter le public ou aller dans le sens du public quand on produisait des séries télé. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on a, c'est des gens qui vont oser bouleverser des codes narratifs, qui vont oser mettre des moyens conséquents pour des projets qui sont jugés, qui étaient en tout cas jugés à l'époque risqués. Donc c'est là qu'on voit apparaître des choses comme Six Feet Under, par exemple, où là on a une histoire d'une famille qui est une famille de croque-morts. Tous les épisodes commencent par quelqu'un qui meurt, bon, c'est quand même osé comme proposition. On a The Wire, qui est aussi une proposition assez bouleversante à l'époque. Et donc voilà, on voit comment on crée comme ça une rupture, simplement en prenant des décisions qui ne sont pas uniquement liées à des impératifs de rentabilité ou à la création d'un public la création d'une série pour un public cible, etc. On a aussi, je l'ai mis quand même en grenage, parce qu'on a aussi à ce moment-là, dans cette décennie-là, l'émergence de séries qui ne sont pas nécessairement seulement américaines. Et je me suis aperçu en faisant le bilan un petit peu que pour ce soir, moi, je vais mobiliser quasiment exclusivement de la série américaine, un petit peu une exception avec Black Mirror, qui est une série anglaise, mais sinon, en réalité, l'essentiel de la production pendant longtemps a été américaine. Aujourd'hui, les Français se sont décidés à faire des writing rooms, donc ça veut dire à concevoir les séries en ayant des pools de rédacteurs, de scénaristes, qui vont justement produire les séries un petit peu à l'américaine. Et puis on a des séries comme ça, françaises, qui émergent, qui vont être fortes. Je pense aussi au Bureau des légendes plus tard. Et puis toutes ces séries qu'on voit émerger aujourd'hui. Et aussi aux séries scandinaves, comme on disait tout à l'heure, en attendant l'ouverture des portes. Et puis j'ai quand même mis 24 heures chrono à droite, déjà parce que le concept était un peu fou. Il s'agissait dans 24 heures chrono de découper la journée en 24 heures et de faire 24 épisodes qui représentent 1 heure de la vie de Jack Bauer, qui lutte de toutes ses forces contre les terroristes pour sauver les États-Unis et donc le monde. Et l'intérêt de Jack Bauer 24 heures chrono, c'est qu'il ouvre on va dire un monde qu'on appelle aujourd'hui les séries sécuritaires et qui compte beaucoup dans notre paysage puisque le monde est aujourd'hui traversé, on le voit encore bien récemment, par un terrorisme fort et qui est notre nouvelle manière de vivre mondialement, j'ai envie de dire. Et donc du coup, la série sécuritaire nous permet d'aborder ces problèmes-là avec un certain manque de nuances en ce qui me concerne peut-être dans 24 heures chrono, mais de manière beaucoup plus fine dans des séries comme Homeland par exemple, des choses comme ça. Et puis il y a aujourd'hui, on termine notre petit parcours historique par aujourd'hui. Aujourd'hui on a des séries du coup scandinaves, j'en ai mis une à droite, et des séries qui pour moi atteignent quand même, et un certain nombre de gens ont l'air d'être d'accord avec moi, une perfection formelle assez folle. Et je pense à The Crown dont on va parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, parce que là pour moi on a vraiment une série qui se pose comme une œuvre pour laquelle on déploie des moyens conséquents. Et là on est moins sur l'influence de HBO par exemple, c'est-à-dire force de production, que les plateformes, parce que ça c'est une série Netflix,
qui a donc une grosse force de frappe et qui peut financer des projets comme celui-là où on a vraiment énormément d'argent en jeu, mais pour un résultat qui du coup est quand même toujours assez éblouissant, on va dire. Voilà. Et alors le Peak TV, qu'est-ce que ça veut dire Peak TV? C'est-à-dire que c'est une expression qui nous montre qu'aujourd'hui on se trouve dans une situation un peu étrange où en fait il y a une quantité trop importante de séries. Donc ça veut dire que le spectateur ne peut plus regarder les séries de 24 épisodes par saison comme on faisait avant avec Urgence ou The West Wing et tout. Maintenant on a des petites séries de 8 saisons parce qu'en fait il faut pouvoir regarder plusieurs choses et que l'offre est tellement abondante, et c'est même pas tant le problème de l'offre, c'est l'offre de qualité est tellement abondante qu'on est obligé de picorer et qu'on se trouve submergé par la qualité de ce qu'on nous propose. Et là, il faut faire des choix et on n'est pas sorti encore de ce moment presque qui pourrait être le signal de l'aboutissement de la série, quoi. C'est-à-dire que la série est dans sa pleine maturité aujourd'hui. Aujourd'hui, on est face à une forme d'origine télévisuelle qui aujourd'hui a conquis Internet, qui est partout dans tous les foyers et qui a atteint sa pleine maturité, quoi, son plein exercice. Donc pour nous, si on s'intéresse à la culture populaire, c'est vraiment un point d'intérêt assez fort. Ça va jusque-là? Il y a des questions? Bon. Allez, on va maintenant descendre un petit peu plus particulièrement dans le parti qu'on va prendre pour essayer de parler des séries. Alors, la grande thèse, j'ai envie de dire, la grande idée qui va être défendue, est celle donc de Sandra Logier qui écrit les livres sur lesquels je m'appuie aujourd'hui, c'est l'idée que les séries ont le pouvoir de réaliser une éducation populaire sur le plan à la fois politique et moral. Ça veut dire qu'en regardant les séries, qu'est-ce qui se passe finalement? Nous avons l'occasion de développer en nous un certain nombre de choses. Ça veut dire que nous nous transformons en regardant des séries. Ça veut dire qu'un spectateur de série n'est plus le même une fois qu'il a terminé de regarder sa série. Et ça, finalement, c'est quelque chose dont on s'étonne peu quand on remarque ce que peuvent nous faire et ce que peuvent nous laisser comme trace les grandes œuvres d'art qu'on a déjà fréquentées, en fait. Les grandes œuvres d'art qu'on a déjà fréquentées, les grands livres qu'on a lus, les grands films qu'on a vus, les grandes rencontres artistiques qu'on a faites, sont évidemment souvent des choses qui laissent des traces indélébiles dans notre pensée, quoi. Elles nous invitent, en fait, à d'aller plus loin en précision, c'est-à-dire préciser ce que l'on entend par éducation populaire par les séries. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que les séries ne sont pas là pour être moralisatrices. Alors, elles ont pu l'être à un moment donné. J'ai parlé tout à l'heure des années 50, où on avait parfois, dans les séries américaines, une mise en scène de cette famille traditionnelle, parfaite, qui devait vivre dans des codes qui étaient en fait le reflet des normes sociales établies. Mais maintenant, ce qu'on a, c'est plus une série qui vise à nous transmettre un contenu moral, c'est-à-dire à nous dire voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. On a une série qui vise plutôt à développer des compétences morales. C'est-à-dire nous rendre capables de savoir faire, de savoir repérer ce qu'on ne faisait pas ou ce qu'on ne repérait pas avant. Donc c'est ça plutôt vraiment le cœur de la chose. On n'est pas là pour donner un contenu, on est là pour rendre capable. Et au final, on se rend capable de quoi? On a ce qu'on peut appeler une capacité d'attention. C'est-à-dire qu'on va se rendre disponible, puisque l'on va suivre l'histoire de personnes qui ne sont pas nous, et qui vivent même parfois dans des mondes évidemment très éloignés de nous, puisque moi je ne vais pas découper les gens pour les mettre dans des sacs après le travail. Donc ça veut dire finalement qu'on est confronté à une altérité parfois très très forte, et du coup cette fréquentation-là, elle va éveiller notre attention aux vies qui ne sont pas les nôtres, à des expériences étrangères, et c'est très important aussi parfois à ce qui est complètement ordinaire. C'est-à-dire qu'on a les histoires de héros extraordinaires, etc., mais on a aussi des histoires de vie ordinaire. Et au fond, même si, pour l'intérêt de la narration, il est souvent question de mettre du rebondissement, d'essayer de faire en sorte que le spectateur ait des climax, qu'il ait envie de revenir, qu'il ait envie de suivre, etc. Finalement, l'urgence, si je reprends cet exemple-là, c'est la vie quotidienne de gens qui sont au travail dans un grand hôpital de Chicago. C'est ça, finalement, c'est leur vie professionnelle quotidienne. Donc cet attachement que l'on va avoir à examiner le quotidien d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas nous, eh bien ça crée finalement une sorte de réservoir d'exemples de vie qui ne sont pas les nôtres et que l'on peut tout simplement apprendre à connaître. Et au final, ici, il n'y a pas de perte de valeur parce que ce n'est pas des personnes réelles qu'on apprend à connaître. Finalement, ce sont des personnages de fiction, mais en même temps, ils ont un monde, ils ont une richesse, et en les fréquentant, ce que l'on va développer, c'est vraiment cette connaissance qui nous permet après d'avoir comme des exemples
Et ces exemples-là, je vais pouvoir les consulter quand j'ai des décisions à méditer, ou je vais pouvoir peut-être même y référer, ou y penser. Et ça va être quelque chose comme ça, finalement, malgré tout, assez décisif. Alors, j'ai choisi cette petite citation d'une philosophe américaine qui s'appelle Martha Nussbaum, qui est une philosophe contemporaine, encore vivante actuellement, qui enseigne donc la philosophie aux États-Unis, et c'est intéressant de voir qu'elle enseigne la philosophie pour les étudiants en droit, et qu'elle utilise pour cet enseignement la littérature. Et en fait, ce que fait Martha Nussbaum avec la littérature, c'est un peu ce qu'on essaye de faire ce soir avec les séries télé. C'est-à-dire dire qu'elle participe à enrichir notre imagination par l'exercice qu'elle provoque de cette imagination. Et par là même, elle agrandit notre capacité à penser moralement. Elle développe quelque chose qu'on pourrait appeler un sens moral. Donc je vais lire ça avec vous, c'est dans un livre qui s'appelle L'art d'être juste. Je prends la défense de l'imagination littéraire justement parce qu'elle me semble être un élément indispensable d'une attitude morale qui nous demande de nous intéresser au bien de personnes étrangères dont les vies sont éloignées des nôtres. Donc en fait, ce qu'elle dit, Martha Nussbaum, c'est quand vous voulez juger, quand vous voulez être juge, ça veut quand même bien dire qu'il faut avoir une connaissance de certaines situations concrètes. Ça veut dire que la justice, si je dois en faire preuve, c'est-à-dire si je dois avoir un sens de la justice, il y a un moment donné où ça implique quand même que je ne sois pas simplement dans l'abstraction, que je ne sois pas en train simplement de manipuler des principes, des grandes idées. Être juste, c'est par exemple se référer à l'égalité, c'est par exemple chercher à être équitable. C'est plutôt quand je vais connaître la manière dont les gens vivent, c'est plutôt quand je vais avoir des exemples de trajectoire de vie humaine que je vais pouvoir peut-être agrandir ce pouvoir de juger dans le bon sens, c'est-à-dire devenir meilleur à juger. Donc voilà, on est un petit peu dans cette dynamique-là ici. Mais avec les séries télé, alors que Martha Nussbaum, elle s'appuie sur un roman de Dickens, quoi. Mais en gros, si on réduit la fracture entre culture populaire et haute culture, on obtient un peu cet effet-là. Alors, ici, ce qu'il faut qu'on voit dans un deuxième temps, c'est comment est-ce que la série télé, en tant que culture populaire, est le fruit aussi d'une démocratisation de l'art. Et justement, on va parler encore, on va essayer d'approfondir l'idée que cette haute culture, en fait, elle écrase peut-être la culture populaire, mais qu'il est temps peut-être que les choses soient envisagées différemment. Donc là, j'ai trouvé cette citation dans la préface d'un livre assez important d'un philosophe américain qui s'appelle John Dewey, qui est un philosophe auquel on va se référer ce soir, puisque c'est un philosophe assez important pour des gens comme Martha Nussbaum, dont je viens de parler, mais aussi Sandra Lucci. Et Dewey est quelqu'un qui va insister sur l'idée qu'il faut arrêter de contester la légitimité de la culture populaire. Donc, c'est en ces termes que ça s'exprime. Dewey épouse la conception démocratique de l'art qui fut celle d'Emerson, qui est un autre penseur américain, en opposant à l'élitisme ségrégationniste de la haute culture, qui divise la société et assèche les sources de l'invention. Et Dewey condamne la conception muséale des beaux-arts, c'est surtout ça qui m'intéresse ici, qui refuse à la culture populaire toute légitimité esthétique. Donc la conception muséale des beaux-arts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, l'art, pour un certain nombre de personnes, peut-être même encore aujourd'hui, c'est ce qui se situe dans un musée. C'est-à-dire qu'on a validé institutionnellement le fait que c'était bien des œuvres d'art par une opération de tri, de sélection, de mise en forme, d'organisation, etc. Et donc au final, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On coupe une certaine frange de la population de la relation à l'art. Alors que si on dit il y a culture populaire, au fond on dit que la culture, elle n'a plus à être dans ce lieu spécifique qu'est le musée, mais elle est dans les foyers en fait. Elle est directement dans les foyers. Et en fait, le Dr Green, il est chez moi. C'est-à-dire, il est quand je suis en train de me détendre dans mon canapé et que j'ai l'impression de l'accueillir chez moi. Et il y a vraiment cette idée-là qui est forte, et qui est très forte avec les séries télé, puisqu'on ne va pas voir les séries télé au cinéma. Autant on pourrait dire qu'il reste important d'aller voir les films de cinéma au cinéma, parce que c'est quand même une démarche, il y a une qualité de projection, il y a parfois des présentations, il y a parfois des qualités de projection qui font presque partie de mon expérience de l'œuvre. Mais par contre, la série télé, je vais la voir chez moi. Ça va être la réception que je vais en avoir va dépendre aussi en quelque sorte des conditions de réception, c'est-à-dire je suis chez moi, c'est de l'ordre d'abord du divertissement. Sauf qu'on n'est plus obligé de dire que le divertissement est simplement abrutissant, il peut être aussi le support d'une culture, voire peut-être d'une éducation. Voilà.
Ok pour, Donc, il y a un effet des séries. Il y a un effet des séries qui va nous permettre, comme je disais, d'augmenter nos capacités à penser moralement ou à penser politiquement, peut-être même à agir moralement et politiquement. Et du coup, ça va se jouer dans quelque chose d'important, qui est la confiance que je vais prendre dans mon jugement. En fait, la culture populaire, comme elle concerne tout le monde, et bien, tout le monde en parle. Et si tout le monde en parle, en fait, qu'est-ce que ça nous donne comme exercice? Ça nous apprend à parler de ce que nous avons vécu, reçu, ce que nous avons vécu comme expérience. Donc ça veut dire qu'au final, le fait que nous parlions beaucoup des séries, et le fait même, on le disait tout à l'heure, que cette parole soit aussi transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure, voilà, moi c'est mes petits-enfants ou mes enfants qui me conseillent des séries à regarder. Ça veut quand même dire, si vous voulez, qu'il y a une forme de conversation transgénérationnelle sur ce qu'on est en train de regarder, quoi. Ça veut quand même bien dire au final que dans cette conversation, je vais devoir apprendre à parler de ce que j'ai vu. Je vais devoir apprendre à parler de ce que j'ai ressenti. Et je vais devoir apprendre à juger, au final, la qualité de ce que j'ai vu, l'intérêt de ce que j'ai vu, à quel point ça va bouleverser, qu'est-ce que j'en retiens, etc. Et au final, cette conversation, elle est centrale pour la formation du sens moral et politique dont j'essaie de parler. Parce qu'en fait, on va mettre sa pensée au clair, d'une part, quand on va parler à l'autre. Quand je sors du cinéma et que je parle à la personne avec qui j'étais quand j'ai vu le film, je suis en train de mettre en forme ce que j'ai pensé, ce que j'ai vu. Et immédiatement, je lui donne. Donc ça veut dire qu'il y a deux mouvements là-dedans. Il y a le mouvement de je me mets au clair sur ce que j'ai reçu, je le verbalise. Et l'autre mouvement, c'est directement le partager. Donc l'autre faisant la même opération, une forme de conversation qui se met en œuvre. Et cette conversation est très importante pour que nous puissions avoir une forme de rapport collectif aux séries que nous regardons. Et il y a des moments très forts, évidemment, quand les grandes séries se finissent. Hein. Quand Breaking Bad se termine, quand Game of Thrones se termine, quand les grandes séries comme ça se terminent, il y a un moment donné où tout le monde ne parle que de ça. C'est-à-dire que ça crée une attente tellement forte qu'on est tous réunis autour de quelque chose de commun, en train de se demander comment ça va se terminer, est-ce que ça va être décevant, qu'est-ce qu'on a retenu, puisqu'on s'apprête aussi au final à faire presque le deuil de cette série qui nous a habités et qui nous a accompagnés pendant longtemps. Donc voilà. Sur cette idée de conversation, il faut bien voir que c'est ce que Hume disait déjà dans ses essais esthétiques, donc ça c'est le cours que je vous fais. Là je reprends dans ce cours que je fais aux élèves de HMP, comme ça lui fait des révisions, c'est bien. C'est l'idée que cette conversation était d'abord la possibilité de former un jugement esthétique. Et là donc Hume dit en fait finalement ce que l'on pense des œuvres, comment est-ce qu'on va savoir que c'est ce qu'il faut penser? Comment on va savoir qu'on dit ce qu'il faut dire d'une œuvre d'art, ou comment on va se mettre d'accord? Et il va chercher dans Don Quichotte une anecdote que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'anecdote de la clé à la lanière de cuir. Et c'est en fait l'histoire d'un tonneau de vin qu'on ouvre, et on le fait goûter. Notamment, on le fait goûter à des gens qui sont amateurs de vin. Et donc il y a une première personne qui goûte et qui dit « Ah, ce vin est formidable, il est très bon, mais j'y trouve un petit goût de cuir. » Et puis une deuxième personne qui dit « Ah, ce vin est vraiment très bon et délicieux et tout, j'y trouve un petit goût de métal. » Et là, la première idée qu'on a, c'est de mettre ces deux opinions en confrontation, c'est-à-dire de dire il y en a un qui se trompe, quoi. Il y en a un qui a raison, il a un goût de cuir pour une raison claire, qui a peut-être un lien avec la vinification ou quoi, et l'autre se trompe, quoi. Il y en a un qui se trompe, pas qui a raison. Et en fait, la fin de l'histoire, c'est qu'on a vidé le tonneau et qu'on a trouvé une petite clé de métal avec une lanière de cuir au fond. Donc ça veut dire qu'au final, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'idée qu'il y a une potentielle vérité du jugement esthétique, si on peut dire ça comme ça, une appréciation de l'œuvre véritable, mais qui se situe dans la collection de nos jugements. Pas juste dans le jugement que mon point de vue va pouvoir produire. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on essaye d'avoir quand on parle des séries. Quand on parle naturellement des séries, on n'a pas à se forcer à le faire. Et bien finalement, nous collectionnons nos jugements et nous éclairons petit à petit le sens que peuvent avoir ces séries pour nous ensemble. Et ça n'est rien que le jugement esthétique, mais il convient peut-être maintenant d'aller dans le jugement politique et dans le jugement moral. C'est-à-dire de se dire, est-ce que la trajectoire du personnage principal de Breaking Bad, je rappelle, qui commence par être un professeur de chimie, puis qui finit producteur de méthamphétamine et trafiquant de drogue au final, est-ce que nous ne pouvons pas, à un moment ou à un autre, discuter de cette trajectoire et se demander du coup un truc assez fort en fait, c'est qu'aurions-nous fait à la place du personnage? Qu'aurions-nous fait dans cette situation? C'est-à-dire,
avoir une forme de discussion sur une situation morale en confrontant des points de vue. Et ça vous montre bien que qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, c'est pas du tout des questions simplistes qu'on va pouvoir trancher comme ça. Ça montre aussi même que c'est même pas des questions qu'on va trancher de manière abstraite, c'est des questions qu'on va trancher en discutant ensemble autour de situations. Et donc, du coup, les séries, vous êtes probablement à faire ça, et c'est en ça qu'elles sont une richesse assez irremplaçable, peut-être. Hop, ça je passe parce que c'est ce que je viens de dire à peu près. Et puis ça, je passe aussi parce que j'ai envie d'en venir un petit peu aux séries. Là, il y en a marre d'être sur l'aspect général des choses. Maintenant, on va rentrer dans le concret et essayer de parler d'un certain nombre de séries télé. Et moi, je ne pourrais pas m'en aller ce soir sans avoir parlé de celle-là. Rien que de voir l'image, je suis ému. C'est donc Urgence, vous avez reconnu. Urgence, grand renouveau de la série médicale. Sur 15 saisons, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 300 épisodes. Des personnages qui sont restés assez fidèles à la série. Par exemple, Carter, c'était là pendant très longtemps. Le Dr. Hill qui a fait la moitié des saisons. Bref, on a des gens qui sont restés pendant vraiment longtemps à notre contact. Et on va essayer de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette série, tout simplement. Donc d'abord, ce qu'on apprend, c'est que la relation que nous avons aux personnages de série change de nature par rapport à ce qu'elle était notamment dans le cadre d'un roman, par exemple, dans le cadre de la littérature. Dans le cadre de la littérature, on peut dire que j'avais tendance à m'identifier au personnage. D'accord ? C'est-à-dire que j'avais tendance à, et ça dépend aussi des techniques de narration employées, mais à faire comme si j'étais le personnage. Là, on passe de l'identification à l'attachement, c'est-à-dire à un rapport plus émotionnel avec le personnage, où il va faire finalement partie de notre vie, parce qu'on a une relation régulière avec lui. C'est la fréquence qui va finalement faire en sorte que je m'attache à ce personnage. J'ai peur pour lui, j'ai peur de ce qui pourrait lui arriver, je souffre avec lui quand il est dans des situations compliquées, et du coup, il y a une place assez intense donnée aux émotions. Et là encore, c'est très intéressant, il y a tout un travail important à mener là-dessus, c'est comment est-ce que l'émotion peut avoir une valeur. C'est-à-dire que souvent, quand on raisonne en philosophie morale, justement, on raisonne, c'est-à-dire qu'on va donner une priorité à la raison. Ok, je m'interroge sur une action, qu'est-ce que je fais? Je pèse le pour, je pèse le contre, je mesure mon intérêt, je prends une décision. Ici, on a une pensée morale, on est invité à écouter peut-être nos émotions, à nous laisser guider par elles et à voir qu'elles ne sont pas irrationnelles. C'est-à-dire qu'elles contiennent quelque chose qui est l'indice de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas à étouffer, elles ne sont pas à rejeter, elles sont probablement plutôt à consulter. Donc dans l'attachement que nous avons au personnage, nous allons en quelque sorte vivre avec lui, nous allons l'intégrer dans notre vie quotidienne, et au final, on va avoir cet attachement qui va laisser une place assez forte aux émotions. Voilà. Cette fréquentation, et dans fréquentation on avait une idée de fréquence, il y a l'idée qu'on va entrer dans l'intimité de ces personnes aussi. Et là-dessus, on va voir que sur Urgence, c'est très flagrant, mais ça existe aussi dans The Crown, par exemple, d'une manière assez forte. C'est l'articulation que fait la série entre des problématiques générales et l'intimité des personnages. Donc le Dr. Green, par exemple, il a un métier, donc on le voit dans l'exercice de son métier, dans le rapport avec ses collègues, dans le rapport avec ses patients, etc. Mais on va le voir aussi dans le rapport à sa fille, dans le rapport à son ex-femme, dans le rapport à Elisabeth Corday, dans le rapport à des gens qui font partie de son intimité. Donc ça veut dire que nous rentrons dans l'intimité des gens, et là où The Crown fait un truc extraordinaire, c'est qu'il nous fait rentrer dans l'intimité des personnes composant la famille royale. Donc on est vraiment, cette question d'intimité est très importante. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez saisi l'intimité de quelqu'un, vous pouvez quand même vraiment dire que vous faites partie de sa vie. Donc si nous saisissons l'intimité de ces personnages de fiction qui sont les personnages de série, ça veut dire qu'ils font partie de la vie, de notre vie, et que nous faisons partie de la leur. Donc ça c'est quand même un truc qui paraît assez central. Fatalement, qu'est-ce que ça implique? Si j'ai pas envie qu'il arrive du mal au Dr. Green, et là on est quand même sur un truc fou, c'est que le Dr. Green à un moment se fait attaquer par un ancien, par le frère d'un patient décédé. Il se fait attaquer dans les toilettes. C'est très brutal, il se fait taper la tête contre l'évier, tout ça. Et après il y a un plan assez fou où il y a ses lunettes, premier plan, les lunettes c'est quand même l'emblème du Dr. Green, quoi. Et lui il sort des toilettes puisqu'il a été agressé, il est en sang et tout. Et là nous on est... c'est ingérable en fait ce qui se passe. Et donc du coup, notre capacité d'empathie, c'est là où on mesure à quel point elle peut évoluer au contact des personnages de série et de ce que les séries font.
Et quand même, la capacité d'empathie chez certains philosophes, normalement je l'ai après, là, bon, alors, on ne va pas se faire l'explication de texte que j'ai fait subir à mes élèves, hein, mais je vais relever 2 ou 3 éléments. Mais l'empathie, c'est quand même une capacité morale fondamentale. C'est-à-dire à partir de quand je vais vouloir agir dans le sens de ne pas faire de mal à l'autre gratuitement, bah, c'est quand je vais ressentir ce qu'il ressent. En fait. C'est quand je vais voir que comme moi il peut souffrir, et que quand moi je souffre, je n'apprécie pas vraiment cette expérience, et donc je vais tenter, en imaginant la souffrance de l'autre, et ben, de me créer cette disposition dans laquelle moi je n'ai pas envie de la créer, cette souffrance à l'autre. Donc là on a des beaux textes de Rousseau qui sont sur la pitié comme sentiment naturel. Et en fait ce que dit Rousseau ici, c'est qu'il y a un sentiment qui existe dans le cœur de l'homme naturellement, universellement, tout le monde le possède au départ, et qui s'appelle la pitié. Et il définit la pitié comme répugnance à faire le mal de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il est, l'être humain au départ, incapable de faire du mal à l'autre si ça ne se justifie pas, c'est-à-dire si ce n'est pas absolument nécessaire. Et du coup, ici, dans cet ouvrage qui est Émile ou de l'éducation, qui est quand même un ouvrage sur l'éducation, Rousseau semble d'accord pour dire qu'il est important d'éduquer les enfants à l'empathie, puisqu'il dit que cette pitié, nous allons l'entretenir en nous à partir du moment où nous allons nous transporter hors de nous-mêmes en nous identifiant avec l'animal souffrant. Et bien moi, ce qui m'arrive quand je regarde le Dr Green se faire agresser dans les toilettes, c'est au final cette idée-là, c'est-à-dire je souffre avec lui, j'ai éveillé en moi quelque chose du fait de l'attachement que j'ai à ce personnage. Alors évidemment, je ne vais pas exagérer en disant que ça me ferait la même chose si un de mes proches se faisait agresser, mais on est quand même dans l'idée que l'attachement est émotionnel et sérieux. Il faut quand même le prendre au sérieux un minimum. Ce qui veut dire que ça me permet de faire émerger en moi la pitié, c'est-à-dire je me rends sensible à la souffrance de l'autre par ce décentrement de l'imagination, c'est-à-dire je me mets dans sa peau, quoi. C'est quand même terrible cette histoire, je veux dire, parce qu'au fond, un médecin il soigne, il est là pour prendre en charge la détresse des autres, leur vulnérabilité, il est là pour les soigner, quoi. Et le docteur Green est quand même quelqu'un qui fait ça du mieux qu'il peut, et là, ce qu'il obtient du monde, c'est l'agression, quoi. Bon, évidemment, voilà, ça nous ramène au monde d'aujourd'hui, on tue des enseignants, je veux dire. Enfin, vous voyez, c'est quand même un truc qui est quand même impensable. Il y a un moment où c'est impensable. Agresser un médecin qu'on a vu pendant des saisons et des saisons déployer des trésors d'énergie pour soigner les autres, bah, ça nous met en face de l'impensable. C'est-à-dire que cet événement, d'une violence telle qu'on ne voyait pas arriver, qu'on ne peut pas le process, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'intégrer, quoi, on ne peut pas le vivre vraiment, on ne peut pas le comprendre, quoi. Voilà, donc ça nous met en face aussi de ce genre de choses. Donc voilà, là j'ai choisi le Dr Green comme, on va dire, comme personnage central, et puis 4 grands éléments, 4 grandes choses qui lui arrivent, jusqu'à son décès, hélas, dans la saison 8. Donc on a, je l'ai dit, l'agression et la gestion du trauma. Donc il se fait agresser, et puis non seulement on nous montre l'agression, mais en plus on nous montre comment le docteur va gérer cette agression une fois qu'elle se sera produite. Et là on tombe sur un truc qui est quand même hyper intéressant, c'est-à-dire comment à un moment donné le médecin se transforme quasiment en patient. Et l'urgence fait souvent ça, il fait souvent, le docteur Carter se fait agresser aussi, il va se transformer en patient. Il y a le chef, je ne sais plus comment il s'appelle, à un moment donné il fait une crise cardiaque, un très très mauvais moment, c'est pareil, il se transforme en patient. Et du coup, ben en fait on s'aperçoit que c'est très compliqué pour un médecin d'être malade. On s'aperçoit que le médecin il est formé à prendre en charge la détresse des autres, il est formé à s'occuper des personnes dans des périodes de vulnérabilité extrême, mais il n'est peut-être pas formé à gérer la sienne. Et donc du coup on voit que la manière que le Dr Green a géré son trauma, c'est une manière paranoïaque. Et donc du coup là c'est pareil, ça développe notre capacité d'empathie. Il va falloir qu'une nouvelle relation intervienne dans sa vie pour qu'il se sauve de cette expérience traumatisante. Donc ça nous aide. Moi je ne suis jamais fait agresser dans des proportions telles, c'est-à-dire que je n'ai pas moi de ressources en termes d'expérience réelle pour me mettre à la place ou pour imaginer ce que ça peut être que de se faire agresser comme ça. Donc on a là quelque chose qui permet cet accès-là. Peut-être de réfléchir à ce que ça peut impliquer dans une vie, un tel événement. Et comment aussi on peut parvenir à surmonter ça. Comment on peut le travailler, notamment dans les relations avec les autres, comment on peut accepter ce qui s'est passé, le dépasser, bref, tout ça. Le Dr Green, c'est aussi quelqu'un qui a une relation compliquée avec son père. Dans le sens où son père, il est marin, il a travaillé dans la marine, il était souvent absent,
Et le docteur Green, il va en gros être confronté à ce que peuvent vivre des personnes concrètement, c'est-à-dire ce moment où en fait ils ne sont plus les enfants de leurs parents, dans le sens où en fait ils vont s'occuper de leurs parents de manière telle qu'il va y avoir cette sorte de retournement, quoi, où on va avoir finalement l'accompagnement vers la fin de vie, les questions comme ça, c'est-à-dire la question d'être l'aidant de ses propres parents. Et là on tombe quand même aussi sur des questionnements qui sont tout à fait concrets, de dire ça nous arrive. Ça nous arrive d'avoir des parents malades, des parents qui décèdent, et pour l'enfant que l'on est, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué pour le docteur Green qu'en fait, il est à la fois médecin d'une manière très intense, très occupé par son travail, et en même temps, il a cette charge émotionnelle liée à son passé, qui est de s'occuper de son père. Donc on voit vraiment là un personnage avec une richesse, quoi, et qui vient mettre en scène et faire vivre des choses qu'on peut vivre nous aussi, quoi. Les relations amicales du Dr Green sont intéressantes aussi parce qu'il va notamment être le grand ami du Dr Ross, qui est interprété par George Clooney, pédiatre qui va en gros avoir cette attitude très défiante vis-à-vis des règles. En fait, le Dr Ross, c'est celui qui estime que les règlements, ils sont là pour l'empêcher de faire ce qu'il est juste de faire. Donc souvent, le Dr Ross, il fait un petit peu comme il a envie. Et le Dr Green, lui, il est ami avec le Dr Ross. Donc il va avoir tendance à le soutenir. Et là, on tombe dans comment peuvent fonctionner les relations professionnelles dans un monde où on a évidemment besoin d'être une équipe. En fait, c'est pareil dans The West Wing, c'est-à-dire on a quoi? On a des gens qui doivent faire équipe pour fonctionner. Et faire équipe, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand on fait équipe avec des gens et qu'on le fait bien, on devient pote, en fait. Et le problème d'avoir cette familiarité, cette affection pour les autres, c'est que se passe-t-il quand ça se passe mal? Que se passe-t-il quand on est en désaccord? Comment exprimer mon désaccord professionnel à l'autre quand l'autre n'est plus seulement mon équipier mais mon ami? D'accord? Donc on est dans cette forme de tension-là qu'on vit très bien dans la relation que Green a avec notamment Ross, mais aussi avec d'autres. D'accord? Donc on tombe quand même sur des choses qui nous bouleversent, quoi, dans le sens où on sait que les relations professionnelles, où il est quand même question de sauver des vies, parce que c'est vrai que nous, les profs, si on commence à devenir potes et qu'après on s'engueule un peu, des vies ne sont pas en jeu, il ne faut pas exagérer non plus. Mais là, l'urgentiste, il s'agit quand même de prendre des décisions graves, de les prendre efficacement et de les prendre à plusieurs. Donc ça veut dire que les petites querelles personnelles, il faut vite savoir les mettre sous les terres, quoi. Donc voilà, moi ce que ça m'aide à penser tout ça, c'est comment les relations professionnelles sont toujours en même temps personnelles. Comment il y a des brouillages entre ces plans. Et puis l'accouchement, alors l'accouchement c'est une scène assez traumatisante, saison 1, épisode 19, où on a le docteur Green qui est à peu près seul au monde, on ne sait pas trop pourquoi, mais les spécialistes de l'obstétrique ne sont pas disponibles, et il a un accouchement difficile. Et là il est tout seul, il a une équipe autour de lui, il va gérer la chose, c'est très intense cet épisode, et en fait on voit qu'il essaie plusieurs choses. Il essaie plusieurs techniques, plusieurs approches, aucune ne marche, il s'enfonce. Et nous on croit quoi? On croit que on nous a fait le coup des millions de fois, c'est-à-dire au dernier moment, paf, le bébé va sortir, la mère va être vivante et tout va bien. Sauf que le bébé sort, il est vivant, mais la mère, elle meurt. Et donc, après, procès, vous voyez comment ça se passe, avant que ça peut se passer aux États-Unis. Et du coup, là, on voit pareil, on voit à peu près, on a à la fois l'expérience de ce que c'est une situation d'urgence, que moi, finalement, j'expérimente rarement dans ma vie, la vraie situation d'urgence critique, où des décisions doivent être prises, où on sait qu'on va en être responsable, on ne peut jamais être sûr sur le moment qu'on prend les bonnes, mais il faut les prendre, il faut que quelqu'un fasse le job. Et donc lui, il est là, il est tout seul, les plus grands spécialistes que lui ne sont pas disponibles, donc il le fait. Et puis après, porter la charge de la responsabilité, quoi. Ça veut dire que ce personnage illustre comment il est possible de porter cette charge-là quand on a pris des décisions et parce qu'il fallait les prendre. Donc voilà, petite collection, il y en a d'autres, hein, mais voilà, petite collection d'événements un peu fondateurs de notre relation au Dr. Green. On passe à Black Mirror. Alors, je vais être obligé de sauter des trucs en fait, je crois. Je vais faire Black Mirror puis après on voit où on en est. Alors Black Mirror, série contemporaine, elle est vraiment très récente, 2011-2019. Série britannique de forme anthologique. Alors qu'est-ce que ça veut dire une forme anthologique de série? Ça veut dire qu'on n'est pas sur une intrigue suivie qui mobilise tout le temps les mêmes personnages.
on est sur des intrigues différentes, avec des personnages différents, structurés autour d'un univers ou d'un thème commun. Donc Black Mirror nous fait évidemment réfléchir sur les usages de la technologie et évidemment sur leurs dangers, sachant que Black Mirror est capable de nous faire voir des usages de technologies qui existent déjà, mais aussi d'inventer des technologies qui n'existent pas et de les mettre dans le monde et de voir quels sont les effets qui sont produits. Évidemment, les effets, c'est souvent extrêmement destructeur. La plupart des épisodes de Black Mirror sont très éprouvants. Il y en a qui sont magnifiques, hein, mais certains, enfin la plupart, sont quand même très éprouvants, très durs à regarder. Grande place, évidemment, pour la violence, puisque on est un petit peu dans ce genre de la dystopie. Alors, c'est un petit peu une question, parce que j'en suis pas tellement sûr. Est-ce que Black Mirror, c'est un renouveau de la dystopie? Sachant que la dystopie, c'est quand même avant tout un genre, je dirais, littéraire, qui émerge après la Seconde Guerre mondiale, avec des bouquins comme 1984, Le meilleur des mondes ou Fahrenheit 451, pour citer que les plus grandes dystopies, et qui en fait nous invite à essayer d'intégrer ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment le phénomène totalitaire, avec une description notamment de société de surveillance. Et là, bon, avec Black Mirror, on a un petit peu cette ambiance-là. C'est-à-dire l'ambiance d'une société qui dysfonctionne, hein, c'est ce que veut dire le 10 de dystopie écrit comme ça avec un Y, quoi. Ça veut dire ces univers qui, sous prétexte d'une volonté de contrôler la population, par exemple, de la surveiller, plongent les gens dans telle absence de liberté que le monde devient absolument invivable. Donc on a certainement ça dans Black Mirror. Alors, là pareil, j'essaie de découper la chose comme ça, de dire voilà, que m'a appris Black Mirror? J'ai regardé la plupart des épisodes, pas nécessairement tous, mais j'ai regardé quand même beaucoup. Qu'est-ce que ça m'a appris? La tendance la plus forte, à mon sens, c'est la nécessité du secret. C'est-à-dire que comme les technologies rendent possible une surveillance de tous les instants, d'une part, pour un individu, et en plus une surveillance de masse, c'est-à-dire une surveillance de nous tous, il est quand même question d'un moment que ça perturbe notre rapport au secret et qu'il ne soit plus possible pour nous, dans notre société, d'avoir des secrets. Or, pourquoi c'est important d'avoir des secrets? Et bien ça, c'est un philosophe qui s'appelle Benjamin Constant, un philosophe français du XVIIIe, qui peut nous l'apprendre quand il écrit « Nul n'a droit à la vérité qui nuit à autrui ». En fait, il écrit ça dans une controverse très célèbre avec Emmanuel Kant, qui, lui, va condamner radicalement le mensonge comme immoral. Et Benjamin Constant, il ne va pas être d'accord, il va dire que si, en fait, il y a quand même quelque chose de soi-même. Et donc, ça veut dire ici que nul n'a droit à la vérité qui nuit à autrui, c'est si je tombe sur... si je mets quelqu'un dans une situation de contrainte de devoir dire quelque chose sur lui-même qui ne veut pas révéler, là, je l'autorise à mentir dans le sens où je l'autorise à cacher ça à moi. D'accord? Donc ça veut dire que ce qu'on veut ici, c'est qu'il existe la possibilité du secret dans notre société. Parce qu'en fait, c'est important le secret. C'est important qu'il existe une zone dans laquelle personne ne va à part moi, et surtout pas l'État, ou surtout pas l'autorité politique. D'accord? Donc évidemment, après Snowden, on ne peut plus ignorer que ce n'est pas seulement des trucs de Black Mirror, c'est des trucs de notre monde. Ça veut dire que comme les États-Unis n'ont pas digéré la faillite de leur système de renseignement au moment où les attentats du 11 septembre ont lieu, on s'est mis à surveiller tout le monde en masse, et on ne pourra jamais faire croire à personne que c'est quelque chose de normal et d'acceptable. Enfin, excusez-moi, je balance peut-être un peu une grosse position, là, mais enfin, voilà, ça me paraît aberrant, et c'est paru aussi aberrant à Snowden, qui a toujours justifié son acte en disant il n'est pas dans l'esprit des États-Unis ce pays que j'aime, tellement il aime ce pays, il s'est engagé dans son armée, etc. Au début, il était quand même il était collé au sens que peuvent avoir les États-Unis comme pays. Et là, aujourd'hui, les États-Unis trahissent, selon Snowden, leur propre constitution en engendrant une surveillance de masse qui détruit complètement la possibilité pour nous d'avoir une zone secrète, d'avoir... voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, au fond, est travaillé dans cette série. Et puis, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la dystopie, elle vient de l'utopie. Et ça, souvent, on a du mal à le voir, et ça étonne les élèves. Mais en fait, vous avez donc le grand écrivain de l'utopie, c'est Thomas More, hein, qui écrit donc Utopia au XVIe siècle, qui est vraiment le siècle de émergence forte d'un courant utopiste, on va dire. Et donc, vous savez, dans ce livre, il décrit une île parfaite, tous les citoyens sont semblables, ils ont tous la même maison, ils échangent de maison, tout le monde est heureux, etc. Et à un moment, Thomas More a cette phrase, il dit « Le citoyen utopien est constamment exposé aux yeux des autres. » Et il nous montre que ça, c'est désirable, en fait. Ça fait partie de l'utopie, puisque ça va être inclus dans ce système politique qui va nous permettre à tous d'être absolument heureux ensemble. Mais en fait, pas du tout.
en fait, être constamment exposé aux yeux des autres, c'est insoutenable. D'accord? Et là-dessus, les épisodes de Black Mirror sont très clairs. Je pense notamment à un épisode qui s'appelle Archangel, dans mon souvenir c'est saison 4, épisode 2, où en fait, c'est une mère qui perce sa fille au parc. Donc là, c'est pareil, on n'est pas à l'aise. Ça veut dire que la fille, elle s'en va, la mère est en train de discuter avec une autre maman, et puis la fille est plus là. Donc gros stress. Le stress fondateur, le stress traumatique. Donc du coup, comme on fait émerger de nouvelles technologies et qu'on peut en inventer, on invente une puce qui permet à la mère de voir sur sa tablette tout ce que voit sa fille. Donc d'emblée, il y a ça. Et il y a aussi le pouvoir de la géolocaliser. Et là, on ne fait pas les malins, parce que nous, on sait qu'il y a des parents qui géolocalisent leurs enfants. Et du coup, la fille, elle grandit avec ce système dans sa tête. Donc à un moment donné, la mère se rend bien compte qu'elle fait quelque chose de pas raisonnable, donc elle va essayer de se débarrasser de la tablette, mais en même temps, à un moment, c'est trop tentant, etc. Quant à elle, la jeune fille, qu'est-ce qui se passe pour sa vie? Elle a envie de ses premières relations. Donc là, c'est quand même compliqué, parce que ça veut dire que sa mère, à tout instant, elle peut voir ce qu'elle est en train de faire. Ça veut dire que le secret dont l'adolescente a besoin, d'emblée, est rendu impossible par le dispositif technique. Donc c'est quand même problématique. Et puis, la puce, elle permet aussi de, par exemple, brouiller les images qui peuvent être choquantes. Donc ça veut dire que, par exemple, il y a un chien qui est structurant dans l'épisode, qui revient à plusieurs moments, chien qui effraie la petite fille. La mère, elle appuie sur la tablette et pouf, ça brouille l'image de la jeune fille. Elle ne voit pas le chien, le son du chien s'efface, et en gros, ça perturbe complètement son rapport à la réalité. Donc en fait, la jeune fille, elle a besoin de se construire dans un rapport à la peur, comme tout le monde en fait, elle a besoin de ça. Et on lui enlève. Donc vous voyez que le rapport au secret, il est quand même vraiment très intéressant, et vraiment très important pour nous. Et ce que l'on voit avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme on dit, les NTIC, c'est qu'elles viennent perturber ça. Et nous, en voyant l'effet dans la trajectoire d'individu que peut avoir l'influence de ça, on est obligé de tirer des conclusions, on est obligé au moins d'y réfléchir. On est obligé au moins d'observer ce que ça fait à cette jeune fille d'être dans la position d'être observée à tout instant, c'est-à-dire de ne plus avoir d'intimité. Donc au final, on est dans ces questions-là, et on est dans ces questions-là d'abord, en fait la série ne nous dit pas c'est mal, mais c'est nous qui sommes engagés dans une forme de réflexion où on est amené à observer les effets, d'accord, tant du point de vue de la mère, c'est-à-dire pourquoi a-t-elle le désir de ce dispositif, que du point de vue de la jeune fille. Pourquoi le rejette-t-elle avec violence? Parce que je vous promets que la fin de l'épisode, c'est violent. Donc on voit bien comment ces questions-là sont importantes et intéressantes. Et Tais-toi et danse, c'est aussi un épisode assez fou de ce point de vue-là, puisque vous savez, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se fait hacker son ordinateur et qui en fait se retrouve prisonnier d'un chantage. Et voilà, c'est assez affreux parce que justement, c'est d'ailleurs à partir de là que j'ai de plus en plus de personnes coller des petites gommettes sur leur webcam voilà. Et bien, il n'empêche que ça veut quand même bien dire, un des trucs importants de ce soir aussi, c'est de dire que la série nous transforme, mais elle transforme aussi vraiment notre manière d'agir dans le monde. Et là, si je mets une gommette, c'est que je ne suis pas rassuré. Ouais. Vous avez dit dysfonctionnement pour dystopie, et le U de l'utopie voudrait dire quoi? U, ça vient du grec E, qui veut dire bon, bonne. Comme dans Évangile, bonne nouvelle, euthanasie, bonne mort, ce genre de choses. Donc utopie, ça veut dire le bon lieu, la bonne forme, on pourrait dire politique. Alors, voilà, donc Archangel, j'en ai parlé, j'y reviens pas. Mais voilà, dans Archangel, il y a aussi cette idée d'augmentation, de transhumanisme, mais là, j'ai plus le temps. Alors voilà, il y a un autre grand champ dans Black Mirror, c'est l'idée de surinformation et de contrainte de l'information. Alors, ici, ça se voit avec l'épisode fameux qui est le premier de la série qui s'appelle l'hymne national. Alors, je vous résume ça en 2 mots. Il y a une jeune femme importante pour l'Angleterre qui est enlevée et le ravisseur demande à ce que le Premier ministre se filme publiquement en train d'avoir un rapport zoophile, en gros, et c'est comment il va arriver à le faire, au final. Comment le truc qui paraît absolument énorme, et on prend le truc le plus énorme possible, comment ça va finir par arriver. Et ce qu'on voit dans l'épisode, c'est finalement une équipe gouvernementale, on va dire, pour faire vite, qui essaye de contrôler l'information, et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, elles nous mettent en face d'un monde où l'information est incontrôlable.
elle circule trop et elle circule trop vite. Donc à chaque fois que le Premier ministre est là en mode « faut absolument pas que ça sorte », pouf, c'est déjà trop tard. Donc ça veut dire au fond que ce que nous montre ça, c'est que le politique, dans le sens les hommes politiques, la politique politicienne, si vous voulez, elle a un rapport à l'information et aux réseaux sociaux qui est vraiment un rapport très très intense. Dans le sens où ils vivent ça comme une tyrannie. Ils doivent se positionner, ils doivent réagir. Ils sont finalement pris de vitesse par quelque chose qui s'est installé, qui a fait sa loi en quelque sorte, qu'on appelle les réseaux sociaux, pour être clair, c'est ça, tout ce qui est RS. Et en gros, ils sont victimes de ça. Et donc du coup, aujourd'hui, on constate bien, aussi avec un autre épisode qui est le show de Waldo, Waldo's Moment, je crois, je ne sais plus quelle saison, où on a au final un ours bleu de dessin animé qui vient être candidat à une élection. Et comme il a derrière lui ces réseaux sociaux, ce pouvoir des réseaux sociaux et cet affect qu'on essaye de créer chez le citoyen, eh ben, il va finir par jeter un trouble dans le système normal des élections. Et ça nous montre quoi? On est obligé de le voir en fait. Bah, ça nous montre qu'au final, nous on comptait sur les réseaux sociaux pour la démocratie. Nous on avait cette impression que c'était... Et l'internet des débuts est quand même pensé comme un espace de liberté, quoi. Et là, brusquement, qu'est-ce qui se passe? Les réseaux sociaux font régner une espèce d'opinion qui est un tyran, qui se comporte à la manière d'un tyran, qui est tyrannique. Et donc on cherche à faire du citoyen quelqu'un qui like plutôt que quelqu'un qui raisonne. Et donc du coup, c'est terrible au fond. Au fond, au lieu d'être une chance pour la démocratie, c'est-à-dire une sorte d'espace virtuel dans lequel nous pourrions échanger et délibérer en commun, on a un espace dans lequel on s'invective en fait. Et ces invectives en 2007, ça donne Trump quelque part. D'accord? Ces invectives, ça donne le Brexit quelque part. Ça veut dire que ça a des effets concrets dans notre monde à nous. D'accord? Donc ça veut dire que, ici, nous manipulons les réseaux sociaux quotidiennement, enfin en tout cas moi, je ne m'en cache pas, quoi, donc voilà. J'aime bien faire mon petit tour sur les réseaux sociaux, et on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on fait. Parce qu'on n'observe pas, ou on n'a pas vraiment l'occasion d'observer concrètement les effets de ça. Alors je ne parle pas de cyberharcèlement, vous savez qu'il y a une grosse opération ministérielle en ce moment de communication autour de cet élément-là, parce que le harcèlement aujourd'hui, s'il est grave, c'est parce qu'il y a le cyberharcèlement qui s'y ajoute, d'accord? Donc on est dans des usages des réseaux sociaux qui sont problématiques. On a donné à des gens des outils sans leur expliquer comment il fallait s'en servir ou comment les éduquer à s'en servir. Et du coup, notre défaut d'éducation nous explose à la figure dans ce genre de scène. Ok? Alors là, il faut qu'on décide ce qu'on fait. Parce que soit je parle de The Crown et de Walking Dead, soit on fait un temps de questions, puisque ça doit se terminer à 9h, et 9h moins le quart. Ça se négocie entre nous, j'ai envie de dire. Alors, vous rendez votre verdict de foule autoconstituée? Je ne décide pas, hein. Je suis un démocrate. Ou alors on se fait encore une série et après on... The Crown plutôt? Moins de zombies, plus de royals? Allez, d'accord. Voilà. Est-ce que c'est pas bon déjà ça? Alors, The Crown, non là j'ai sauté à la fin, pardon. Voilà. Alors, 5 saisons disponibles depuis 2016 sur Netflix, c'est la seule série de ce soir qui est encore en cours. Et là, on a ce que fait la série très bien, c'est-à-dire articuler les activités politiques, qui sont des activités de représentation de la famille royale, c'est-à-dire, je pourrais dire, leur vie professionnelle, même si c'est un peu bizarre, et leur vie quotidienne, privée, intime, personnelle. Donc on a vraiment cette articulation-là. D'accord? On a aussi, dans The Crown, qui est très intéressant, ce jeu avec le personnage de la reine. La reine se révèle, en fait. La reine dont nous voyons réellement et concrètement que la façade publique de représentation. Nous avons ici une idée, même si c'est de la fiction, nous avons une idée de ce qu'elle est ou de ce qu'elle pourrait être dans la vie. Nous la fréquentons comme si elle était quelqu'un d'ordinaire. Et donc ça nous rappelle que c'est une femme, en même temps que c'est une reine. Et il y a là la question de son prénom, si vous voulez, parce que Elisabeth, c'est à la fois son prénom et c'est aussi son nom de reine. Donc ça entraîne une forme pour nous de contemplation, on va dire, parce que c'est tellement beau,
c'est vraiment tellement bien réalisé, c'est tellement toujours très élégant, qu'on est en admiration devant cette manière, devant ce problème presque, de l'incarnation d'une fonction. En fait, The Crown nous donne à réfléchir, nous pose là la question de qu'est-ce que c'est incarner une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire d'être, de représenter, d'être le symbole de quelque chose, et la famille royale c'est lourd comme symbole quand même. Qu'est-ce que ça veut dire de représenter ça, et comment je peux articuler ça à une vie individuelle que j'ai quand même envie de vivre, avec des loisirs, avec une famille, avec des centres d'intérêt qui sont différents parfois des questions politiques. D'accord ? Et en plus de ça, la série fait quelque chose de fou, c'est-à-dire que toutes les 2 saisons, elle change de reine. C'est-à-dire qu'on a eu Olivia Colman, on a eu Claire Foy, on a eu différentes actrices qui ont joué la reine. Ce qui veut dire que nous avons un jeu ici sur ce que c'est qu'incarner. Les actrices incarnent la reine, et la reine incarne sa fonction. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire incarner? C'est prêter son corps, prêter sa voix, prêter son esprit, ou alors c'est se nier complètement en tant qu'individu, et vraiment faire en sorte que je ne suis plus personne sinon la fonction que j'incarne. Donc on est vraiment dans ces idées-là, enfin, on est vraiment dans des questionnements assez intenses. Moi, il y a un épisode par exemple qui m'a marqué, c'est la reine a une discussion avec je ne sais plus trop qui, peut-être une copine, enfin quelqu'un dans son entourage, qui parle de l'enfant que tu préfères. La question de, quand on a plusieurs enfants, lequel on peut préférer. Est-ce qu'on en préfère un? Et du coup, la reine, elle va, comme ça, alors c'est subtil, hein, là j'y vais avec mes gros sabots, mais dans l'épisode, tout est très subtil, quoi. Elle va convoquer un par un peu ses enfants, pour essayer de se mettre au clair avec cette question, quoi. Et c'est fou, en fait. Cette question, moi j'ai 2 enfants, dès qu'on a plusieurs enfants, à un moment ou à un autre, elle se pose. Et on l'évacue souvent en disant, non, mais moi je préfère personne, je vous aime tous les 2. Mais en vrai, c'est une vraie question. C'est vraiment une vraie question. Et du coup, la reine, elle a cette question intime, et en même temps qu'elle a ces questions intimes, elle a des questions qui sont vraiment politiques. Et là, à ce titre, moi, il y a un épisode que j'aime beaucoup, c'est Fagan, qui est l'épisode dans lequel un intrus arrive à se glisser dans Buckingham, jusque dans la chambre de la reine, et la reine, elle, va avoir une discussion avec lui, avec elle. Et du coup, la reine, au lieu de freak out, comme on dit en anglais, elle gère le truc. Elle dit, c'est un sujet, il vient me parler, je suis sa reine, on a un échange. Et là, la fiction fait un truc fou, c'est-à-dire qu'elle vous rend capable elle vous donne la possibilité d'assister à cette discussion que, évidemment, personne n'a jamais connue. Et donc, enfin, par la reine elle-même, feu la reine. Et donc, on est dans cette idée où, en fait, il y a une espèce d'illustration de ce que c'est avoir du sens politique. C'est-à-dire qu'au lieu d'être effrayé par le côté dangereux de quelqu'un qui vient de désobéir, qui vient de faire un truc qui est illégal, c'est limite, quoi. Et bien, elle accueille sa parole. Et pourquoi elle accueille sa parole? Parce que ce que l'homme vient dire, c'est les dégâts du thatchérisme. Ce que l'homme vient dire, c'est que la droite dure, c'est trop dur. Et donc, du coup, elle fait montre de sens politique, dans le sens où elle ne peut pas dire publiquement, et elle s'est toujours très très concentrée à faire ça, je suis en opposition avec mon ou ma première ministre. Elle ne peut pas dire ça. Et là, vous vous souvenez, Charles, quand il monte sur le trône, on se dit, est-ce que lui ne va pas être plus... Donc, du coup, on se pose des questions comme ça d'incarnation, on se dit comment il va l'incarner exactement, etc., le pouvoir. Mais clairement, chez Elisabeth, ça a toujours été très clair j'ai une forme de recul, quoi. Et donc, en accueillant la parole de Fagan, qu'est-ce qu'elle fait au final? Elle nous montre qu'elle prend sa position sans la prendre, elle dit quand même ce qu'elle a à dire, parce que c'est un individu qui pense des choses, mais d'un autre côté, elle reste dans sa fonction. Vous voyez, cet équilibre comme ça qui est assez fou, assez formidable à voir en exercice. Voilà. Ah ouais, il y a ça aussi. Il y a ça aussi qui est très très bien. Il y a un épisode que j'ai étudié en classe, parce qu'il est vraiment merveilleux. C'est le prince Charles, qui est prince de Galles, qui doit aller apprendre le gallois dans une université au Pays de Galles. Et il doit le faire parce que il y a des tensions un petit peu sur l'unité du Royaume-Uni. Alors même que Charles, lui, il est en train de vivre vraiment sa vie, il est très heureux, il fait du théâtre, et sa mère lui dit « Non, mais maintenant, tu as une fonction, donc tu y vas ». Donc déjà, c'est très touchant, parce que évidemment, moi, ça me bouleverse, c'est un rapport enseignant-élève, donc forcément, voilà. Mais il y a aussi ce moment où donc il y a une relation entre le prof et l'élève, où d'abord il s'oppose, puisqu'il est nationaliste, le professeur, et lui, il représente le Royaume-Uni, donc tout ce qui est détesté par son professeur. Et en même temps, à la fin, ils deviennent amis.
Et donc il y a une scène finale où le jeune prince demande à voir sa mère. Donc déjà c'est un truc assez fou parce qu'il demande à quelqu'un s'il peut voir sa mère. Donc sa mère commence par lui dire non, il est trop tard, non, et puis voilà. Charles y va quand même, et il lui dit, en fait il a produit un discours en gallois dans lequel il a glissé une petite note personnelle pour sa mère. Donc là on voit bien toute la confusion entre enfin pas la confusion, mais l'articulation au moins entre le plan personnel et le plan, on va dire, officiel. Et la mère a la traduction, parce qu'au départ il dit son truc en gallois, la mère elle n'entend rien au gallois, donc en fait elle ne comprend pas. Et donc elle lui dit, j'ai lu ta traduction, enfin j'ai lu la traduction de ce que tu avais essayé de me dire. Et là, elle a un discours très dur en disant, tu as une voix, dans le sens VOX, ça veut dire tu es quelqu'un, tu existes, tu as une singularité, mais cette voix, personne ne veut l'entendre. Et là, c'est bouleversant, quoi. On a cet adolescent qui est en formation, comme tous les adolescents, qui cherche sa voix individuelle, et on lui dit, non, mais attends, tu ne peux pas être un individu, tu vas exercer une fonction, tu as une fonction. Tu es prisonnier de cette fonction. Tu dois toujours te nier dans cette fonction, en fait. Tu dois faire ce que moi j'ai fait day one, quoi, pour parler comme les Anglais, c'est-à-dire incarner la fonction, t'effacer derrière elle, garder toujours ton sens du devoir, quoi. Et donc, voilà, c'est terrible, parce qu'en même temps qu'il se joue le rappel de ce que ça veut dire incarner le pouvoir, ce qui se joue aussi, c'est un rapport mère-fils dramatique. Enfin, vraiment dramatique. Voilà. Donc, je ne vous prononcerai pas le titre, parce que c'est du gallois, mais voilà, c'est saison 3, épisode 6, c'est celui-là. Très bel épisode. Voilà. Hein. Si, ce qu'on peut dire peut-être pour terminer, allez, je termine là-dessus, c'est que ce que Sandra Logier écrit à propos de Pound dans le dernier livre, là, qui s'appelle Les séries, sorti là en 2023, elle fait tout un chapitre sur The Crown et elle dit que c'est une série qui nous permet de mesurer l'impact que la série peut avoir sur le monde, dans le sens où en fait la reine est décédée. Je veux dire sur le plan de la réalité, hein, dans le monde qui est le nôtre. Et du coup, elle se dit, elle se demande, est-ce que le décès de la reine aurait été le même si The Crown n'avait pas été là? Et elle se pose à peu près la même question sur Philippe, c'est-à-dire que la série nous a tellement, dans cette espèce de forme de home movie qu'elle prend, elle nous a tellement mis dans le foyer du couple, que presque Philippe qui meurt, c'est un membre de notre famille qui disparaît, quoi. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas été attaché d'une manière assez extraordinaire à Philippe et à Elisabeth, dans le sens où au final, on aurait constaté ou participé, enfin la série aurait plus exactement participé à créer cette figure qu'est la personne publique en fait. Toute personne, c'est comme si on disait tout personnage public est toujours un peu fictionnel, on le crée. Et là, nous avons créé, mais avec cette série, le personnage d'Elisabeth et de Philippe. Et du coup, on voit comment la série peut agir sur le monde. C'est-à-dire dans le sens où le réel fournit une matière à la fiction, mais la fiction transforme la réalité. Une capacité de penser, mais aussi une capacité d'agir. Et on voit bien qu'au final, peut-être qu'à trop regarder Black Mirror, on se méfierait un petit peu plus de nos usages du numérique, ou au moins on les questionnerait. Et peut-être que, à regarder The Walking Dead, par exemple, on se demanderait s'il est bien raisonnable de fonder une autorité politique sur la solution. Bon, je m'arrête là. On fait un petit temps de questions, si vous voulez.